Bonjour tout le monde. Nous voilà en 1939. La Grande Dépression est enfin terminée en Amérique et la prospérité est de retour. Plus de 15 000 salles de cinéma accueillent 80 millions de spectateurs par semaine. C'est énorme. Le pays ne veut rien connaître de ce qui se passe en Europe et cela transparaît dans de nombreux films. L'année 1939 est pour le cinéma américain une année extraordinaire. Plus de 400 films sont produits, dont beaucoup sont devenus de très grands classiques. Le cinéma connaît alors l'apogée du western, des films d'aventure et des grands studios dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. En Allemagne sont tournés 118 films, en Italie 78, dont bien évidemment quelques films de propagande. En France, une longue grève touche le monde cinématographique français au cours du premier semestre de l'année, en partie due à la crise sociale et à la production étrangère qui fait une dure concurrence aux 80 films français réalisés cette année-là contre 122 l'année précédente. Un grand festival cinématographique pourrait avoir lieu le 1er septembre à Cannes. Plus de 2000 invitations sont envoyées. Louis Lumière devait en être son premier président. Malheureusement, l'entrée des troupes allemandes en Pologne y met fin le jour même de son ouverture officielle. Pour échapper aux lois raciales et à la pression des nazis, de nombreux cinéastes allemands se réfugient en France, alors que des cinéastes français, sentant la guerre arriver, partent pour l'Amérique. Cette année-là, Marlène Dietrich devient officiellement citoyenne américaine. L'Angleterre rêve toujours de conquête coloniale, ce qui transparaît dans ses films. Alfred Hitchcock tourne le dernier film de sa période anglaise, et 20 millions de spectateurs fréquentent les salles de cinéma anglaises contre 80 millions en Amérique. La technique du Technicolor devient pendant la Seconde Guerre mondiale marque de qualité et argument marketing. Certaines actrices sont véritablement révélées par les couleurs chatoyantes du Technicolor. Herbert Kalmu, le fondateur de la société Technicolor Motion Picture Corporation, reçoit un Oscar spécial en 1939 pour sa contribution à la couleur au cinéma. Une expérience scientifique qui passe inaperçue est organisée. Il s'agit de la diffusion en direct d'un défilé militaire à l'aide d'un procédé nouveau nommé télévision. Walt Disney remporte un Oscar d'honneur pour son film Blanche-Neige et les Sept Nains. Une grande statuette et 7 petites en hommage au film. Quand on sait que la valeur estimée d'un Oscar est de 18 000 $, je vous laisse faire le calcul. Place maintenant aux Oscars. 2 films d'aventure, Les Aventures de Robin des Bois et Pilote d'essai. 3 drames, Des hommes sont nés, La Citadelle, L'Insoumise. Une comédie dramatique, Pygmalion. 2 comédies musicales, La Folle Parade et Rêve de jeunesse. Un film de guerre, La Grande Illusion, qui fut nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film, un fait rarissime pour un film étranger, et il finit quand même par gagner l'Oscar du meilleur film étranger. Pendant le festival du film de Venise en 1937, le jury n'a osé attribuer que le prix de la meilleure contribution artistique et non pas du meilleur film, mais cette récompense provoqua tout de même la colère des autorités mussoliniennes et nazies. Le film fut censuré en Italie et en Allemagne. Et le dernier film, une comédie, vous ne l'emporterez pas avec vous. Il a remporté 2 Oscars, Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, et il a été nommé pour la meilleure actrice du second rôle, de scénario adapté et de montage. Le scénario du film fut adapté de la pièce de théâtre éponyme à succès de George S. Kaufman, qui reçut le prix Pulitzer en 1937. Frank Capra découvre la pièce sur scène, il a un énorme coup de cœur, il veut absolument l'acheter, il demande à son producteur, qui finit par l'obtenir pour la somme exorbitante de 200 000 $. D'un côté, les Vanderhoof, une bande d'excentriques, amoureux de la liberté et contestataires désinvoltes, rejetant la dépression, les guerres, Hitler, Staline, les impôts et surtout ne cherchent pas à accumuler de l'argent. De l'autre côté, les Kirby, une famille de banquiers de Wall Street qui tentent désespérément d'acquérir la maison où les Vanderhoof vivent dans l'insouciance pour y construire une usine. Capra, qui est alors le président de l'Académie des Oscars et le réalisateur le plus puissant de la Columbia, arrive à emprunter Lionel Barrymore, un acteur de la MGM, pour son film. Il aménage le scénario pour lui car il est paralysé par l'arthrite en plus d'avoir une hanche brisée. Et d'ailleurs, dans le scénario, il est tout le temps avec des béquilles et s'est cassé la cheville. Et entre chaque prise, il se fait une piqûre de morphine pour supporter la douleur. Chapeau comme acteur. Fait assez drôle que les 2 fois où la MGM prête un acteur à la Columbia gagne l'Oscar du meilleur film. Autre fait, pour jouer l'antagoniste, Capra engage un acteur maudit à Hollywood à cause de son incapacité à retenir son texte, Edward Arnold. Mais il est fan de cet acteur qui, pour lui, est l'acteur parfait pour ce film.
On va faire un petit tour du film en chiffres. 3 ans, l'âge où le fils de Capra décède d'une opération des amygdales. Le soir de l'avant-première internationale, il laisse sous le choc des milliers de journalistes pour partir à l'hôpital rejoindre son fils. 8. Le nombre des précédentes collaborations entre Frank Capra et son scénariste Robert Riskin. Ils ont pour habitude de papoter et écrire dans leur bungalow du Desert Inn à Palm Springs en sirotant des jus. 15 années, l'âge d'Anne Miller, qui fait des pointes à chaque apparition dans le film. Souriante à l'écran, elle pleure en coulisses. Ne sachant pas pourquoi, un des acteurs croit bon de lui offrir des boîtes de bonbons. 25 films tournés par Capra pour la Columbia, au rythme de 2 à 3 par année. C'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été engagé au pif sur une liste de chômeurs parce que c'était le premier nom de la liste. Assez incroyable. 134, c'est le nombre de personnages qui ont été ajoutés à l'histoire originale pour le film. Bref, avec toutes ces infos, je me réjouis de le voir, je vous dis à tout de suite. Waouh, joyeux bordel, j'ai adoré ce film, franchement j'ai ri, j'ai pleuré, il y a tout qui est passé, toutes les émotions, mais surtout beaucoup de rire. Les acteurs sont absolument incroyables, Lionel Barrymore, j'adore, c'est vraiment un acteur mythique. Tous les autres acteurs jouent incroyablement bien. En fait, les partitions sont très très bien écrites parce que même les seconds personnages ont un rôle hyper profond. Enfin, je veux dire, ils vivent vraiment. La mise en scène est top, le rythme du film est incroyable. Dès le départ, on se sent embarqué. Je me suis même demandé si j'avais pas accéléré le film sans faire exprès parce que ça allait super vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Bref, top. Le film tourne principalement autour de cette grande famille de cœur qui partage les mêmes convictions basées sur la solidarité avant tout et l'épanouissement personnel. En face, le monde impitoyable des affaires, mais qui dans le fond appelle à l'aide et ne demande qu'à être humanisé. Ce film est un petit bijou, un baume sur nos cœurs, un bol d'air, c'est juste parfait, ce qu'il faut voir maintenant. Et si nombre de cinéastes américains manquent d'imagination et d'inspiration aujourd'hui, ils pourraient s'inspirer de ce genre de film parce que c'est ce dont on a besoin. Alors je dis pas qu'on n'aime pas les gros films américains, moi je suis la première à bien aimer ces gros films. Mais ça, mon Dieu, ce que ça fait du bien, c'est magique. Vous ne l'emporterez pas avec vous, l'argent donc, tellement juste. Bref, un film qui vous remplit de joie. Prochain film, le chef-d'œuvre Autant en emporte le vent. Alors c'est le premier film de la sélection que j'ai déjà vu. J'étais tellement petite, autant dire que je ne m'en souviens pas. Et pour un film de 4 heures, eh bien autant le voir accompagné et sur grand écran. À très vite.